suis ravie d'être parmi vous ce soir, enfin d'être un petit peu parmi vous pour cette soirée donc de réflexion autour du thème de la transition. C'est vrai que dans l'actualité, on en parle beaucoup. On parle notamment de la relance post-Covid avec une transition qui doit être durable, une transition technologique, économique. Mais la transition, finalement, n'est-elle pas non plus un cheminement plus personnel, une philosophie de vie? Le changement est-il d'abord aussi plutôt personnel avant d'être collectif, voire personnel et collectif? On va en débattre donc ce soir avec nos invités, en vous proposant finalement peut-être pas vraiment un discours comme on pourrait l'avoir dans des auditoires, mais au travers de témoignages et de vécus, au travers de vos expériences éclairantes dans votre travail et dans vos relations. Et je propose de commencer tout simplement par une définition, parce que la transition, et d'autant plus avec une transition intime, c'est finalement très subjectif, c'est propre à chacun. Donc, honneur aux dames, peut-être avec vous, Charlotte, comment vous définiriez la transition? On parle de transition intime, transition collective. Est-ce qu'il faut vraiment opposer les deux? Oui, merci pour cette question. Merci aussi pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là, moi aussi. Alors évidemment, cette question, on ne peut pas y répondre comme ça en 3 mots, parce que définir la transition, l'enjeu est gigantesque et les enjeux sont pluriels, et la définition ne peut être du coup aussi, je pense, que plurielle. Et néanmoins, je crois qu'on se situe quelque part dans une articulation entre ce respect nécessaire d'une diversité de chemins et néanmoins la recherche d'une vision commune, en tout cas d'un assemblage des pièces du puzzle qui nous permettent quand même de tracer une trajectoire. Et la transition pour moi se situe vraiment dans cette articulation-là, en devant prendre en compte toute une palette de dimensions, qu'elles soient environnementales mais aussi sociales. Elles sont intérieures mais elles sont aussi extérieures, elles sont individuelles et collectives. Donc là vraiment j'éviterai les « ou » parce que je pense que c'est clairement des « et » qu'il faut apposer entre ces concepts pour rendre compte de l'ampleur et de la complexité aussi de la tâche et de ce défi qui est le nôtre aujourd'hui. Alors moi, pour donner justement dans cette tentative d'essayer d'avoir une vision globale, une forme de définition globale de la transition, j'ai imaginé une métaphore qui serait celle des strates géologiques. Peut-être Hervé, si tu peux projeter le slide. Ça ouvre surtout des champs de questionnement qui me semblent associés à ce qu'on appelle aujourd'hui transition et qui parfois sont mis en compétition. Je pense que c'est important de justement pas les mettre en compétition, mais de les voir comme autant de dimensions et de différentes lectures finalement d'une crise multiforme. Alors je vais les passer très rapidement en vue pour ne pas partir dans une conférence de 35 minutes, mais enfin, vous l'avez dit, il y a clairement un premier enjeu qui est peut-être, c'est la première strate, donc elle est la plus superficielle, pas au sens péjoratif, mais au sens de ce qui est le plus visible, ce qui est le plus présent dans les médias, de ce qui est le plus évident peut-être au niveau en tout cas des grandes institutions internationales, au niveau politique et tout. C'est la transition énergétique et tous les enjeux technologiques qui sont associés, qui sont évidemment gigantesques et essentiels, mais parfois on a tendance à restreindre finalement la transition à la transition énergétique, ce qui à mon avis est vraiment trop restrictif, parce que cette transition énergétique, elle ne pourra amener vraiment une évolution de la situation positive que si elle s'accompagne, en tout cas dans un premier temps, d'un changement de comportement et d'un changement au niveau structurel. Un changement de comportement parce qu'il faut qu'on crée une nouvelle culture avec des nouvelles pratiques de consommation, de déplacement, une nouvelle façon de concevoir les loisirs, même de mener notre vie quotidienne. En fait, c'est vraiment un changement de mode de vie et structurel parce que c'est clair qu'on ne peut pas ni miser uniquement sur les changements de comportement individuels, ni uniquement sur les changements technologiques. Il faut que structurellement, nos modèles économiques, nos orientations politiques tranchent avec une vision productiviste, consumériste et associée à une croissance indéfinie qui n'est pas compatible avec un monde aux ressources limitées. Donc ça, c'est les enjeux structurels qui sont, à mon avis, absolument, tout comme les 2 autres strates, en fait, indispensables à la transition. Et puis il y a encore 2 autres strates qui touchent plus finalement le thème d'aujourd'hui avec cette idée d'une transition intime, bien qu'ils débordent aussi cette question de l'intimité parce que c'est des enjeux qui sont aussi éminemment collectifs et culturels. Mais je pense que ces enjeux techniques, économiques, structurels, comportementaux
il suppose en fait un changement du système de croyance à l'intérieur duquel nos institutions et nos comportements ont été forgés, et que ça engage toute une réflexion qui est de l'ordre plus éco-philosophique, on pourrait dire. Il y a notamment cette question de l'anthropocentrisme qui est très présente dans les réflexions philosophiques sur la crise écologique. Est-ce que pour finalement amener une nouvelle société qui serait compatible avec les limites planétaires, est-ce qu'on ne doit pas changer cette représentation qui a prévalu au cours des derniers siècles, au cours de ce qu'on appelle la modernité, qui met finalement l'humain au centre et face à un monde d'objets à sa disposition. Donc là, il y a tout un champ évidemment qui s'ouvre aussi à ce niveau-là. Et plus fondamentalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi des enjeux qui touchent là pleinement la sphère, on va dire, psycho-existentielle et spirituelle, au sens où, au fond, on a tous des complicités existentielles avec le modèle en place, et qu'il y a un changement qui doit s'opérer aussi au niveau de la façon dont on gère finalement nos propres élans intérieurs qui peuvent être, qui peuvent contribuer à alimenter aussi les problèmes qu'on essaye de dépasser. Et même à cette strate plus fondamentale, spirituelle, il y a des enjeux aussi qui ont à voir avec la redécouverte peut-être d'une forme d'émerveillement ou de perception d'une forme de sacralité dans la nature, quoi. Puis il y a un choix radical aussi en faveur de la vie, finalement. Il y a des enjeux un peu de vie et de mort qui se jouent, et je pense que c'est comme ça qu'on peut donner... Enfin, en tout cas, moi, ce serait ma manière de comprendre la situation dans... Voilà. Avec ces différents niveaux, ces différents strates, et on a bien vu que au niveau donc, de la transition individuelle, c'est la base, hein, c'est la première couche. Olivier de Scuter, pour vous, transition, est-ce que vous le mettriez alors au singulier, au pluriel aussi? Bonsoir à tous et toutes. Je crois que c'est une question très compliquée que de savoir comment on parle de la transition, parce que ça suppose qu'on porte un diagnostic sur les obstacles. En fait, la transition, c'est deux choses. C'est une vision de l'avenir, une utopie, ce à quoi on veut tendre, mais cela n'est pas très utile sans examiner aussi le chemin que l'on doit parcourir et qui permet d'identifier les obstacles, les alliances, les acteurs qu'il faut convaincre ou contre lesquels il faut se battre. Et pour moi, la transition, c'est ces deux composantes. Une utopie n'est pas très utile si on n'a pas le chemin. Un chemin ne sert à rien si on n'a pas une destination à laquelle on tient. Et dans ce parcours de la transition, ce que Charlotte a dit est extrêmement important. Il y a un équilibre à trouver entre le souci de garder le cap et en même temps le droit à l'expérimentation, le droit à l'erreur. On sait vers quoi l'on veut aller, mais on ne sait pas exactement comment se frayer un chemin à travers la réalité et la complexité du réel. Et donc, il faut trouver un équilibre entre ces deux injonctions un peu contradictoires. Alors, moi, je n'ai pas, comme Charlotte, une représentation graphique à proposer, mais je vois la transition aussi par rapport à l'obstacle ou les obstacles que les sociétés rencontrent au changement. En fait, on a des sociétés complexes qui sont composées de différents éléments, et je crois qu'on peut en gros dire qu'il y a des technologies, des trajectoires technologiques ou sociotechniques. Il y a des acteurs économiques qui occupent des positions plus ou moins dominantes et peuvent du coup faire veto à certaines évolutions. Il y a des modes de vie, des habitudes de consommation, des cultures qui sont installées, qui sont des routines qu'il est très difficile de déplacer. Et puis il y a enfin un système politique qui est, je le pense, généralement plus attentif aux attentes des grands acteurs économiques qu'aux soucis du changement des hommes et des femmes qui font la société. Et donc on a ces quatre composantes, technologiques, économiques, culturelles et politiques, qui ont coévolué au fil des années. Et je crois que la grande difficulté de la transition, c'est cela, c'est qu'on a une société certes complexe, diversifiée, etc., mais où ces différents éléments se renforcent mutuellement. Et donc, trouver les leviers pour déplacer cette masse inerte, avec une très forte inertie, c'est compliqué. Je crois que la transition intérieure dont on va parler ce soir est un levier fondamental qu'on sous-estime, parce que nous avons aujourd'hui vu la trajectoire que nos sociétés empruntent, je crois, le devoir de désobéir. Non pas désobéir en violant la loi pénale, même si certains le font et je salue leur courage, mais désobéir en refusant l'injonction à consommer, l'injonction à être compétitif, l'injonction à
se classer constamment les uns par rapport aux autres, l'injonction en fait à répondre à des codes de comportement qui nuisent à la société. Et je dirais que comme homme, c'est en fait encore plus difficile, cette transition-là. Pourquoi? Parce qu'on attend des hommes qu'ils soient forts, qu'ils dominent, qu'ils contrôlent, qu'ils soient rationnels, qu'ils ne se laissent pas aller à l'émotion dont on a besoin pourtant pour changer. D'ailleurs, je termine sur une note un peu plus légère. Un bouquin vient de paraître qui montre, Sophie Brems, qu'en France, la virilité coûte 95 milliards d'euros par an à la société française. Pourquoi? Simplement parce que la très grande majorité des infractions pénales qui nuisent à la collectivité sont commises par les hommes, et parce que les comportements tout à fait déraisonnables sur les routes, causant des accidents de la route, sont très majoritairement causés par les hommes. Voilà. Et donc, il y a ce calcul qui est fait. Et je dis ça simplement parce que je crois que dans notre discussion, on va peut-être y venir de toute façon, mais la dimension du genre est vraiment importante, je crois. Et les femmes, évidemment, sont victimes des stéréotypes de genre. Les hommes le sont également. Et je crois que questionner cet aspect-là de la transition intérieure est aussi extrêmement important. Voilà. Voilà, ben on poursuivra certainement tout à l'heure. On va terminer le tour avec Nicolas Van Nuffel. Au niveau de la transition, votre définition, je pense que vous mettriez une majuscule à transition. Oui, moi j'aime bien mettre une majuscule à transition, dans le sens que cette majuscule lui donne toute sa noblesse. Je veux dire que je me retrouve très fort dans ce qui a été dit par Charlotte et par Olivier, donc je ne vais pas ajouter énormément d'éléments. Le premier mot qui, moi, me vient en tête quand on parle de transition, c'est vraiment l'idée de chemin. Olivier a évoqué ces deux dimensions de l'utopie et du chemin. En fait, il y a presque 30 ans, la communauté internationale a adopté un modèle qui est le modèle du développement durable. Et ce modèle, il consistait grosso modo en quoi? Il consistait à chercher à réconcilier les trois grandes dimensions que sont la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. On a décrété ça à Rio en 1992, et puis pas grand-chose ne s'est passé en fait. Et on a insuffisamment fait le constat qu'on était dans un modèle de société qui, fondamentalement, dans ses structures systémiques, rendait impossible cette réconciliation parce que on était à fond dans l'économique, un peu dans le social, et en laissant la dimension environnementale complètement de côté. Et donc, on doit réconcilier ces trois dimensions d'une prospérité économique qui permet d'avoir un seuil minimal qui permet d'avoir une vie digne, d'une justice sociale et du respect des limites de la planète. Et je pense que parler de transition, c'est accepter que le chemin sera long, que le chemin ne va pas se faire facilement. J'ai coutume de dire, on a dit, quand on m'a présenté que je suis le président et le porte-parole de la coalition climat, quand je parle de climat, j'aime beaucoup utiliser la comparaison avec la dépendance de l'héroïnomane. Je crois que nous sommes aujourd'hui dans des sociétés qui sont carbonomanes, comme on peut être héroïnomane. Et tout le monde sait que quelqu'un qui est dépendant à l'héroïne ne peut pas, du jour au lendemain, décider, ça y est, c'est terminé, avec beaucoup de volonté, je vais m'en sortir. Pour s'en sortir, il faut une désintoxication. Et je pense, et je me retrouvais beaucoup dans les éléments qui ont été dits par les deux personnes qui ont parlé avant moi, que la transition, c'est ce chemin de désintoxication, c'est ce chemin qui nous pousse à regarder ailleurs, à accepter qu'on va prendre des chemins de traverse. Et donc, cette désintoxication, elle est à la fois en effet individuelle et collective. Et ce que je dirais, c'est que ce qui me semble essentiel, c'est que non seulement on ne doit pas opposer les deux, mais on doit en permanence travailler à la relation qu'il y a entre ces dimensions, la dimension de l'action individuelle, de la réflexion individuelle, des émotions, de l'intériorité, qui ensuite va pousser vers une action collective. On ne résoudra pas les multiples crises dans lesquelles on est aujourd'hui uniquement par l'action individuelle. On sait que si on prend uniquement la question du climat, par exemple, la somme des actions individuelles, si on n'attaque pas la question systémique, va résoudre 15% du problème. Les 85% restants sont liés à des problèmes d'infrastructure énergétique, d'infrastructure de transport, etc. Mais dans l'autre sens, ça ne sert à rien de faire évoluer les infrastructures si on continue à circuler dans des voitures beaucoup trop lourdes, si on continue à consommer de la nourriture qui a fait 4 fois le tour de la planète, etc. Est-ce qu'on n'est pas alors devant un nœud, alors là? Si justement, d'un côté, l'un doit influencer l'autre et l'autre influence aussi. Donc, pour moi, c'est bien ça le problème. Je vois que Olivier veut intervenir. Peut-être
avant de te repasser la parole, on est dans un cercle vicieux, il faut partir dans un cercle vertueux. Et donc, c'est la poule et l'œuf. On ne peut pas dire on doit commencer par l'action individuelle ou commencer par l'action systémique. Et je croise beaucoup de gens dans les mouvements sociaux que je fréquente qui pointent l'un contre l'autre. Moi, je suis vraiment profondément persuadé qu'il y a une conversion intérieure et une conversion de l'action individuelle qui doit avoir lieu et qu'elle doit aller en même temps que l'action sur le système. On doit en même temps agir de son côté et réclamer que le système change. Olivier de Scuter, vous voulez réagir? Alors d'abord, je voudrais dire que Nicolas Van Nuffel n'a pas l'air si malade que cela quand je l'entends, et je le remercie néanmoins de bien vouloir surveiller mon vélo. Non, moi je crois que c'est extrêmement important ce qui vient d'être dit ici, cette interaction entre le systémique et l'individuel. Et je crois, comme Nicolas, à la complémentarité entre les deux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand les changements de société sont attendus des politiques, le réflexe est toujours de dire « les gens ne sont pas prêts ». Et ils présentent la transition sous l'angle du sacrifice, du renoncement, du retour en arrière. Ce que Nicolas appelait la désintoxication est présenté comme quelque chose de négatif et pas du tout, comme Nicolas le fait, comme quelque chose de libérateur. Et donc ils ont peur d'imposer le changement. Et du côté des individus, des hommes et des femmes dans la société, on voudrait bien changer, mais on se dit tout de même, les politiques devraient nous y aider. Il faut que ça soit plus facile, plus naturel, moins coûteux, plus abordable. De, par exemple, avoir un régime alimentaire plus durable, plus sain, prendre moins souvent l'avion, etc. Et donc, la poule et l'œuf, c'est ça. C'est ce cercle vicieux que décrivait Nicolas. Et je crois que le devoir de désobéir qui est aujourd'hui le nôtre, auquel je fais allusion, c'est en fait pour briser ce cercle. C'est pour envoyer le message que par nos éco-gestes, qui ne font que 15% du chemin, mais qui politiquement sont absolument subversifs, on va envoyer un message en disant « Nous sommes prêts, mesdames et messieurs les politiques, nous sommes prêts, c'est vous qui êtes en retard sur les attentes de la société. » Et donc, moi je crois que ces éco-gestes ne vont pas changer le monde, sauf s'ils se politisent, sauf s'ils sont accompagnés d'un message vers le politique pour qu'au fond, les politiques aient l'audace qu'on attend d'eux et d'elles qu'ils aient. Mm-hmm.